Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Michel Crubelier, Annick Jolin, David Lefebvre, Pierre-Marie Morel, Dunamis, autour de la puissance chez Aristote. La puissance, dunamis, est une notion fondamentale de la philosophie d'Aristote, manière proprement aristotélicienne d'articuler la notion de puissance, celle de mouvement, d'acte, de substance. L'emploi de dunamis apparaît dans les traités les plus anciens. Toute dunamis est susceptible de produire certains effets. La dunamis d'une humeur est sa qualité et sa force. La dunamis est un mouvement. Lien entre dunamis et logos dans la pensée de Gorgias. Le pouvoir du logos se rattache à l'ancien pouvoir magique de la parole. Revendication d'un logos autonome par rapport à la vérité. La doxa permet d'établir un lien indirect entre le logos et le réel. Se connaître soi-même, c'est connaître ses compétences, et la connaissance de sa dunamis a pour condition la maîtrise de soi, clé de la vertu. Fronde-Rota estime que le mouvement est assumé dans l'être, l'être communique. Platon désigne les formes comme des puissances, véritables agents de la participation entre le sensible et l'intelligible. La puissance du dialecticien philosophe reconnaît dans sa propre puissance un effet de la puissance du bien. La vérité de l'art dépendrait de la réussite du dialogue qu'il instaure avec la matière. Le matériau, selon Vatimo, serait assimilable à une puissance passive. La puissance est un principe de changement, la puissance d'agir. La définition du possible, selon Diodore, est possible, ce qui est ou sera vrai. L'ontologie d'Aristote réserve une véritable place à l'action humaine. La matière est ce qu'elle est parce qu'elle est téléologiquement indispensable au but qui s'exprime dans la forme achevée. L'interprétation platonicienne, toute activité est transitive car elle vise quelque chose d'extérieur. Plotin achève de poser la réalité du mouvement en montrant qu'il est sur son énergia causale. Donner à dynamis le sens de pouvoir agir, force de résistance à la maladie du corps, effet négatif du dynamis consistant à annuler d'autres forces. Force agissante capable de produire un effet précis, dynamis, et surtout efficacité, effectivité. L'art médical utilise l'eau et le feu, équilibre entre aliment et exercice, dynamis opposé. La santé est une juste proportion dans le mélange des humeurs entre elles et en quantité. Les aliments procurent la santé ou causent la maladie en cas d'excès. Mouvement et changement. La rhétorique relève d'une techné, d'un art, dynamis, objet d'un enseignement et d'une transmission. Dynamis, du logo, thème ancien du pouvoir magique de la parole. Avec Barbara Cassin, chez Gorgias, le discours ne peut représenter le réel et il n'a pas à le faire. Le discours fait être, l'être est un effet de dire. Le logos est essentiellement performatif. Le dynamis repose sur la doxa, la nécessité d'une approbation de l'interlocuteur. Pouvoir de la parole, usage thérapeutique bien connu chez Homère. Conception de la persuasion. Ce n'est pas le pouvoir de la parole qui importe, mais celui de la persuasion. Ce n'est pas la persuasion. La dynamis est la persuasion. Pour Monique Dixot, l'emploi d'une persuasion d'opinion ne se fonde pas sur l'impossibilité radicale du savoir et de la vérité, mais sur l'incapacité du logos à rendre commun un savoir identifié à une expérience singulière. Dans le Phèdre, un des éléments essentiels de l'art de Gorgias, c'est la vraisemblance. Le logos ne peut communiquer directement ce qui est. Chez Parménide, la persuasion se trouve du côté de l'être, l'autre voie est celle des opinions des mortels.
l'art de la persuasion, quintessence de tous les actes reposant sur le logos, et réalise à la perfection la dynamis. Le logos du philosophe est toujours en accord avec lui-même, cet accord reposant sur la vérité, non pas sur l'assentiment de la foule. Socrate affirme que le précepte « agir selon ses moyens » s'applique aux amis. Chacun doit venir en aide à ses amis dans la mesure de ses moyens. Son aide peut ne pas être de nature économique. La richesse et la pauvreté ne dépendent pas de la somme d'argent dont on dispose, mais de la limitation des besoins. La générosité de Socrate est conforme au proverbe pythagoricien où tout est commun entre amis. Socrate s'applique à détourner ses compagnons de l'imposture, l'imposteur étant celui qui se fait passer pour compétent alors qu'il ne l'est pas. De même, il n'est pas profitable de se faire passer pour riche, courageux et fort quand on ne l'est pas. Le meilleur politicien est celui qui a fait la démonstration qu'il savait bien administrer son domaine privé. Dynamis au sens de compétence, assimilation de la connaissance de soi, la reconnaissance de sa propre dynamique. Dynamis. Celui qui ne connaît pas sa propre capacité s'ignore lui-même. Ceux qui savent ce qu'ils font sont réputés et honorés car ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. De toutes les compétences techniques que l'homme peut exercer, c'est la compétence politique qui est la plus élevée et la plus noble. Le fait d'être sage consiste à se connaître soi-même. Savoir ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas. L'excès de modestie est une forme de méconnaissance de soi, car le modeste n'apprécie pas sa dynamis à sa juste valeur. Sauf celui qui se connaît lui-même, qui est en mesure de juger correctement de la dynamis d'autrui. Socrate cherche avant tout à mettre en lumière l'ignorance enfoncée dans l'âme. Étroitesse du lien entre la connaissance de soi et l'aptitude à faire de la politique. Idéal d'une cité gouvernée par des hommes qui se connaîtraient eux-mêmes et qui peuvent se confier des responsabilités techniques à des hommes compétents. La cité a besoin de la connaissance du bien et du mal. Celui qui se connaît lui-même détient les connaissances et doit présider à toute décision politique. L'imposteur se couvrant de ridicules conséquences dont souffrent les mauvais dirigeants. La dynamis économique requiert un savoir minimal et non spécialisé, alors que la dynamis technique exige une compétence précise. Dans les formules de la puissance, la relation de commensurabilité est fondamentale pour toute une partie de la classification euclidienne des irrationnels. Alexandre d'Aphrodise affirme que les pythagoriciens appelaient l'hypothèse, l'hypoténuse, car elle était en puissance égale aux côtés de l'angle droit. La puissance est l'exercice d'une compétence et non la simple possession d'une aptitude. La puissance est absolue, elle se confond avec l'excellence. Si le désir est vertu, c'est en tant qu'il est puissance et force. Le bien relève de la puissance relative définie par la force. Socrate examine les deux expressions, être le meilleur et être le plus fort. La modération et la considération est la condition du désir, car aussi longtemps qu'une âme est misérable, impie, elle est impuissante à satisfaire ses désirs. Socrate conduit l'argumentation vers son résultat ultime, l'injustice est impuissance. Il exhorte à être noble, ce qui revient à exhorter à la virilité. Isocrate oppose la supériorité que confère la vertu à celle que confère la force dans la Panathénaïque. Si la justice seule procure le bonheur, c'est parce que l'injustice rend impuissant. Le désintéressement définissant l'essence de l'acte moral. L'injustice rend incapable d'agir. La justice est littéralement la puissance des autres vertus. L'excellence est définie par la puissance. Faire ce qu'on veut quand on veut. L'archer expert est celui qui manque sa cible, non pas involontairement, mais volontairement. Le meilleur est celui qui peut produire la force et la faiblesse. Les sages disent que le ciel et la terre, les dieux et les hommes sont liés ensemble par l'amitié. La convenance et la justice, pour cette raison, ils appellent monde le tout. La puissance est absolue et permet à chaque être de trouver son excellence dans la limite même de sa nature propre.
Pour Francisco Frontenota, une définition de l'être par la puissance au niveau de l'être véritable rend possible la communication entre les formes et la participation des choses sensibles aux formes intelligibles. La puissance ne peut ressortir qu'au devenir. Pour les mégariques, la raison seule est digne de foi. La dialectique qui caractérise le philosophe décrit de façon dont l'être, le repos, le changement, le même et l'autre communiquent, manifestation d'une puissance. Le fait de posséder une capacité de produire ou subir un effet donné implique une appartenance ontologique essentielle. Cette capacité constitue le trait essentiel de l'être, de ce qui est. L'être est certainement connaissable et connu. Réponse négative des idéalistes, c'est le devenir et non l'être qui possède la faculté d'agir et de pâtir. Concevoir l'être comme une capacité d'agir et de pâtir revient à inscrire à l'origine même de son essence une communication qui comporte tout ce que l'on appelle une action et une passion. Dire que le mouvement est ne signifie pas que l'être en soi est entièrement en mouvement, mais seulement que le mouvement est assumé dans l'être. Le participant, dans la mesure où il agit, ment le participer, le participer, et le participer dans la mesure où il subit et mue. Quoique affectés par le mouvement, ils seront aussi au repos. L'être est désigné par des termes qui mettent en valeur son caractère total, totalité de l'être, ou ce qui est dans son ensemble. Agir et pâtir ne sont donc pas des contraires, comme naître et périr ou s'élever et tomber, mais des relatifs. L'ignorance est une maladie. Elle ruine la puissance en l'âme. Platon, comme Nietzsche, ne sont dupes de la grammaire. L'actif n'exprime pas nécessairement une cause et le passif pas nécessairement un effet. L'âme est totalement déterminée par sa manière de désirer. C'est la direction que suit le désir qui détermine la qualité de l'âme de chacun. L'âme ne peut agir de son plein gré que si elle possède la puissance de ne pas agir contre son gré. L'âme est puissance, réalité dynamique. La phousis de l'âme s'identifie à sa dynamis. C'est la nature du philosophe d'éprouver d'autres passions que l'appétit du plaisir ou de la gloire qui révèle la véritable nature de la nature. Avec Aristote, la dynamis indique la faculté de sentir en général et la faculté de voir en particulier. Il s'agit toujours de la capacité de faire quelque chose. La notion de dynamis chez le jeune Aristote est celle de capacité de faire. Faculté d'agir, possibilité d'être. Pour Aristote, la vie intellectuelle est la plus agréable. Vivre se distingue selon la puissance et selon l'acte. La dynamis est présentée comme une faculté qu'on peut simplement posséder ou bien appliquer. L'homme éveillé vit au sens vrai et propre, tandis que le dormeur vit en tant qu'il est capable de passer à ce type d'activité. Théorie de l'intériorité de l'acte, de l'antériorité de l'acte par rapport à la puissance. Puissance comme mouvement ou changement, capacité à faire quelque chose ou d'accomplir une action. Être signifie être en puissance et tantôt l'être en entéléchie. Selon les Mahagariques, il n'y a puissance que quand il y a acte. Pour Diodore est possible ce qui est ou sera vrai. Un événement n'est pas possible s'il n'est jamais réel. Aristote admet que l'homme a la puissance d'apprendre même s'il reste ignorant toute sa vie. Pour que le choix de Socrate de rester dans sa prison soit libre, il faut que l'évasion soit possible. Pour que le choix soit réel et la liberté effective, Socrate pouvait s'évader. Aristote introduit la notion d'actualité, energeia, et de potentialité, dynamis, en vue d'éclaircir la question de l'unité du composé. La matière est potentiellement une maison au moment où elle peut être immédiatement transformée en une maison et pas avant, par un agent capable de réaliser l'actualité. La matière en question peut éventuellement subir des changements considérables, être et devenir. Pour que quelque chose devienne autre chose, il doit en posséder la capacité. Alors A est capable d'être transformé en un B. Avec Aristote, l'activité tend vers une réalisation. Atticus a attaqué violemment Aristote pour avoir ignoré la nature et l'action de l'âme. Platon avait magnifié l'âme en la proclamant principe de la génération, l'élève de Dieu, régente de toutes choses. Aristote la rabaisse et la déshonore en montrant qu'elle n'est rien,
ni un souffle, ni du feu, ni un corps quelconque. Elle est inanimée. Chez Plotin, réfutation d'Aristote, par l'aboutissement dialectique en décelant les apories et les faiblesses. Le temps comme le mouvement d'une manifestation phénoménale quantitative et étendue qui présuppose l'action d'un principe incorporel et supérieur au monde sensible, l'âme. Selon Plotin, Aristote s'est borné à souligner la connexion sensible entre le temps et le mouvement sans reconnaître leur origine. Plotin associe le temps à la vie et au mouvement de l'âme en le définissant comme vie de l'être, en mouvement de transition d'une manière de vie à l'autre. Plotin sépare nettement le mouvement réel de l'âme et le temps. Le fait d'être dans le temps ne caractérise que le mouvement quantitatif et étendu. Plotin distingue nettement le temps dans son essence du temps mesuré phénoménal, mais n'est pas apte à saisir la nature véritable du temps. Plotin défend toujours une distinction fondamentale entre les phénomènes empiriques et leurs principes véritables situés au niveau intelligible de l'âme. Alexandre d'Aphrodise, Galien, Plotin et Porphyre partagent une opinion commune qui voit dans les réalités naturelles le corrélat réel des concepts logiques et dans la logique non pas un outil linguistique et formel vidé de contenu ontologique, mais le moyen fondamental pour éclairer la structure du monde corporel et ses principes. Chaque auteur développe de façon personnelle cette intuition commune. Michel Crubelier, Annick Jolin, David Lefebvre, Pierre-Marie Morel, Dunamis, autour de la puissance chez Aristote. Merci.